on pourrait rajouter en période de crise sanitaire, hein. C'est la troisième ou quatrième édition de ce webinaire consacré à l'installation en agriculture que l'on fait là depuis 6 mois. Et il est important de se rendre compte que l'accès à une alimentation tant en quantité qu'en qualité est un enjeu primordial au niveau national. Et on voit bien depuis 12 mois que la souveraineté alimentaire est un impératif non négociable. On voit aussi apparaître des solidarités locales pour soutenir l'agriculture. Et les objectifs de la collectivité, c'est de se doter d'une agriculture moins dépendante de certaines importations, relocaliser les filières et aussi obtenir une juste rémunération des agriculteurs et de leurs salariés. Donc, c'est dire l'enjeu sociétal en fait de l'installation en agriculture. Donc, nous, Serre France, on a un rôle d'accompagnement des porteurs de projets dans cette dynamique générale, hein. Bien entendu, la prudence et de rigueur dans l'entrepreneuriat, et encore plus aujourd'hui, avec des points qui sont liés aux conditions sanitaires. Bon, sachant que l'agriculture, finalement, est déconnectée un peu des conditions sanitaires du moment, même s'il y a quand même des interférences. Voilà. Dans la présentation, est-ce que vous avez ma diapo suivante? Pas encore. Voilà. Donc moi, c'est Vincent Bureau. Je travaille à Serre France Isère au niveau du service développement. Et j'aurais pu être assisté de mon collègue Jean-Baptiste Reynaud qui n'est pas là, puisqu'on forme un binôme pour intervenir sur le département. Quelques mots sur Serre France Isère. Donc, je vous ai mis en avant 3 caractéristiques de ce qui caractérise Serre France. D'abord, on intervient de manière pluridisciplinaire, donc en compta, en conseil spécialisé comme le juridique ou la création, dont effectivement c'est le thème d'aujourd'hui, le conseil social employeur si vous avez demain des salariés, et également le conseil marketing, c'est-à-dire que si vous voulez développer une stratégie marketing ou l'utilisation des réseaux sociaux ou la création d'un site. J'ai ma collègue Emma Ars qui est tout à fait compétente et qui peut tout à fait vous accompagner pour comment dire, développer une stratégie digitale autour de votre projet de création. Donc la première caractéristique de Servance, c'est la compétence pluridisciplinaire. La deuxième caractéristique, c'est que nous sommes sur tout le département. Alors, il y a une dame qui vient des Bouches-du-Rhône. Bon, il y a aussi des Serfances dans le sud de la France, hein. Mais l'idée, c'est la proximité des relations, soit en agence, soit en visio, soit à distance. Enfin, il y a toutes les formes de contact, hein. La troisième caractéristique, c'est qu'on est spécialisé, on a une compétence spécialisée sur toutes les activités dites rurales. Donc, j'ai mis l'agriculture, le bois, l'environnement, l'équestre, le tourisme rural, qui peut avoir des incidences sur notamment votre installation, et plus généralement, toutes les questions de pluriactivité. Vous voyez bien mes diapos, hein, n'hésitez pas, ça va? N'hésitez pas à me dire, elles passent bien mes diapos? Oui, elle passe très bien. Parfait. N'hésitez pas, hein. Alors, l'installation en agriculture, il faut savoir qu'il y a différents modes d'intervention en agriculture. Ce qui définit l'agriculture, c'est l'exploitation de ressources en vue de la production selon un cycle végétal ou animal, hein. C'est aussi les activités de transformation des produits, hein. On peut en citer de multiples, le fromage, la confiture, la charcuterie, et aussi la pluriactivité, bon, qui ne se rattache pas en tant que telle à l'agriculture, mais dans le modèle économique des gens qui entreprennent, notamment en zone rurale, eh bien, cette pluriactivité peut vite venir dans votre projet. Aujourd'hui, les nouveaux modes d'installation en agriculture, c'est des installations souvent hors cadre familial. La transformation n'est plus exclusivement, la transmission reprise n'est plus exclusivement de la sphère familiale. 32% des installations qui ont bénéficié de la DJA
se sont faites hors cadre familial, hein, avec aussi une proportion de femmes qui avoisine entre 30 et 40%, notamment dans les structures sociétaires et aussi en production bio. L'autre caractéristique de l'agriculture dans l'installation, alors il y a des raisons qu'on verra tout à l'heure, c'est l'installation au niveau des circuits courts ou l'installation dans des filières, notamment la filière volaille pour le pondeuse. Donc ça, c'est une caractéristique qui définit les installations aujourd'hui. Entreprendre en agriculture, c'est aussi se mettre en avant, être observé, juger, évaluer, avoir aussi des objections de son entourage, de son voisinage, ou un regard porté par les consommateurs sur votre activité. Il faut être conscient de ça. Et aussi, il existe aussi de nouvelles formes de production. Dans les 4 webinaires qu'on a organisés, il y a des productions, par exemple, en maraîchage même en ville, l'agriculture en ville, l'agroforesterie, les questions, par exemple, de houblon, production de houblon ou production de plantes aromatiques. Hein, voilà, donc il y a une nouvelle forme d'agriculture qui sont très présentes dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Alors, je vous ai positionné 5 étapes clés de la création. Alors, ce sont des étapes en fait classiques de la création. Et l'objet de la présentation de ce matin, c'est pour chacune de ces 5 étapes de zoomer sur des spécificités qui concernent l'agriculture. Alors, les 5 étapes, vous les connaissez. La première, c'est l'adéquation homme-femme-projet. Donc, c'est un peu une étape sur soi. Moi et mon projet, comment ça fonctionne. Il y a une deuxième étape qui concerne aussi son projet et l'environnement, notamment la question du foncier. L'environnement économique, la recherche de partenaires. Hein. Et ensuite, on rentre sur la dimension économique du projet, qui est essentielle, qui, elle aussi, a des particularités propres à l'agriculture. Et pour enfin passer en étape 4, c'est le cadre juridique, fiscal et social. Hein. Je l'ai positionné en étape 4 parce que si vous voulez, c'est la résultante du modèle économique qui permet de positionner l'étape 4. Hein. Et enfin, on ne peut pas échapper à la question des aides. Et vous verrez qu'à chacune des 4 étapes précédant celle des aides, vous avez des dispositifs qui vous sont éligibles, qui vous sont accessibles plutôt au niveau de votre projet. Voilà, les 5 étapes, si on rajoute la question des aides qui préfigure l'installation. Alors, la première étape, c'est l'adéquation homme-femme-projet. Alors, l'adéquation homme-femme-projet, c'est une étape, comme je disais tout à l'heure, un petit peu d'introspection sur soi. Faut bien connaître les enjeux. Hein, de quoi parle-t-on? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un cycle long. L'agriculture, par nature, c'est un cycle long, puisqu'il y a à la fois la saisonnalité, et puis il y a le renouvellement d'année en année. Donc, il faut se positionner là-dessus. Il faut repérer aussi ses compétences, hein, dans le cadre de votre projet. Alors, il existe 2 outils essentiels pour engager cette étape. La première, c'est prendre contact auprès du point accueil installation, ou le PAI, qui, avec un outil qui s'appelle un pré-diagnostic, vous permettra un petit peu de réfléchir à cette question-là, hein, de l'adéquation homme-femme-projet. Et aussi, il existe le deuxième outil, c'est réaliser un plan de professionnalisation personnalisé. Hein, on parle du PPP. Là aussi, c'est se dire, par rapport à mon projet, par rapport à ce que je veux développer, est-ce que je n'ai pas des compétences complémentaires et des compétences complémentaires au niveau de formation que vous avez, hein, que je dois activer pour conforter certains points qui nécessitent des améliorations ou qui nécessitent une réassurance de votre part.
hein. Exemple, la transformation fromagère. Bon, ben, quelquefois, c'est intéressant de suivre des formations là-dessus, complémentaires. Aussi, la question du marketing ou de la vente, hein, ou des formations plus techniques qui nécessitent une qualification par un BPREA, par exemple, à la suite de ce parcours, hein. Donc, il y a deux outils essentiels. Le premier, c'est plutôt une étape administrative qui consiste à contacter le point accueil d'installation. Alors, les points accueil d'installation sont gérés par les chambres d'agriculture dans le cadre de leur mission de service public, hein. Et puis, une deuxième étape, encore une fois, le PPP, qui permet de repérer les besoins de formation. Donc ça, c'est l'étape adéquation homme-femme-projet. La seconde étape, qui est une étape un peu plus large, c'est la question du foncier, la question de savoir si je reprends ou si je crée dans le cadre de votre installation. Alors, quelques repères avant de voir comment on s'y prend. Nous observons une raréfaction du foncier agricole. Du fait du changement de destination des terres au profit de zones commerciales, beaucoup d'acteurs non agricoles se positionnent pour l'acquisition de foncier, hein, pour à la fois des questions commerciales, de zones commerciales, d'habitation ou d'infrastructures routières. Donc la part des agriculteurs, même s'il reste majoritaire dans les acquisitions de foncier agricole, est passée de 60% en 1993 à 47% en 2019. Et il faut savoir que tout à l'heure, dans la diapo d'avant, je vous parlais du point accueil installation. Il faut savoir que plus de 40% des personnes qui s'inscrivent au point accueil installation ne concrétisent pas leur projet, tout simplement en raison d'une insuffisance de foncier, hein, ou l'absence de foncier, est un élément rédhibitoire à l'installation. Le deuxième repère qu'il faut repérer, c'est là aussi, il y a il y a des opportunités de reprise très importantes actuellement, puisqu'on considère qu'un agriculteur sur trois prendra sa retraite d'ici 2030. Hein, donc d'ici les 10 ans qui arrivent, un agriculteur sur trois prendra sa retraite selon la MSA, hein. Et même à court terme, sur 5 ans, alors c'est des stats de l'Isère que j'ai, mais je pense que ça peut se repérer dans d'autres départements. Pendant 5 ans, quasiment 30% des exploitations iséroises vont changer ou auront des questions de reprise et de cessation, hein. Donc là aussi, je dirais qu'actuellement, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Alors, donc du coup, se pose la question de la reprise des exploitations de polyculture. Vous avez deux formes d'entrepreneuriat, soit c'est une création, dont on reparlera tout à l'heure, soit c'est une reprise, hein. Et typiquement, la physionomie des installations a également évolué. Le mode de transmission par familiale ne concerne que 40% des installations, hein. 40% des installations correspondent à des reprises d'installations existantes, hein. Et typiquement, les installations hors cadre familiaux concernent souvent des créations avec notamment des modèles d'installation plus faibles en termes d'enjeux financiers, des créations dans le domaine du maraîchage, des circuits courts, des plantes aromatiques, des poules pondeuses, de la permaculture. Donc souvent, en fait, du fait effectivement d'une question d'évaluation des biens à reprendre, eh bien, les créateurs se positionnent sur des créations plutôt que des reprises parce que les enjeux financiers sont moindres, hein. Alors, l'achat du foncier n'est pas forcément nécessaire, puisque en agriculture, la plupart des exploitants sont fermiers, hein, donc exploitent exploitent des terres, hein, sans en être propriétaires. Il existe des structures qui permettent de repérer des terres à reprendre. Alors, je les ai listées. D'abord, une structure essentielle qu'on appelle le répertoire départemental d'installation, le RDI. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont consulté le RDI du département. C'est en fait les offres de reprise sont positionnées sur le RDI
avec des possibilités par les conseillers chambres d'agriculture de contacter les cédants. Donc là, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des répertoires hein, d'installation, c'est même public, hein, vous pouvez les consulter sur le net. Il y a un deuxième acteur, ce sont les SAFER, hein, qui, bon alors je ne vais pas te parler des SAFER en tant que telles, c'est des structures foncières qui ont pour mission aussi de favoriser les installations, donc il faut consulter les SAFER de votre département. Il y a aussi des structures foncières un peu plus particulières, notamment comme Terre de Liens, c'est une structure foncière qui fait l'acquisition de terres et qui les loue à des futurs installés. Hein. Aussi, faut pas hésiter à enquêter auprès des collectivités publiques, collectivités territoriales, les comités de communes. Faut faire un travail de repérage sur le terrain des cédants. Faut prospecter pour repérer un petit peu comment dire, l'état des activités agricoles que vous pouvez reprendre dans votre domaine d'activité. Hein. Et prospecter veut dire aussi évaluer, c'est-à-dire que vous avez un dispositif qui permet en fait même si vous n'êtes pas installé, qu'il y ait une évaluation de l'activité que vous voulez reprendre avec la conduite d'un diagnostic global du projet qui est en amont de l'installation, qui sert aux cédants pour vérifier la faisabilité d'une reprise, sans forcément mettre en route un prévisionnel ou un business plan détaillé. En amont, vous pouvez tout à fait conduire le diagnostic global. Hein, c'est l'analyse des différentes composantes de l'exploitation que vous voulez reprendre ou que vous voulez créer. Hein, et ça vous permet d'identifier les démarches à suivre. Et c'est une étape très importante hein, qui vous aide quand même à vous positionner. Alors, il y a un point aussi qu'il faut repérer dans cette étape-là, c'est, alors, d'une manière générale, ce sont les études de marché, hein, c'est l'adéquation entre ce que vous allez produire et la demande locale. Et donc, il y a très peu d'études de marché qui se produisent en agriculture, puisque logiquement, les produits sont accessibles. Pour autant, il faut quand même que vous fassiez un petit point, même un petit point important, hein, c'est pas le petit et minorateur, mais un point important sur le marché de l'affaire que vous allez reprendre, ou si vous voulez créer, je sais pas, si vous voulez créer du houblon, enfin une production de houblon, bon, ben, qu'en est-il avec les brasseurs? Qu'est-ce que je vais proposer? Voilà, c'est toute c'est tout la dimension projet que vous devez développer pour orienter votre activité. Au passage, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, puisqu'on est en petit comité ce matin, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Hein, avec plaisir, on répondra. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, alors c'est une étape, comme je le disais tout à l'heure, classique, c'est établir un prévisionnel sur 5 ans. Alors, je ne vais pas m'étaler et je vais pas détailler pardon, sur le prévisionnel qui a 3 composants. C'est établir un plan de financement initial, établir une prévision d'activité qui est sur 3 à 5 ans et faire surtout un zoom sur des plans annuels de trésorerie, surtout pour la première année. Alors, j'ai quand même listé quelques points sur le prévisionnel. En agriculture, à la différence d'un artisan ou d'un commerçant, il y a une notion de cycle annuel de production. Et donc, il faut quand même que vous soyez conscient que le cycle de production, à la fois en quantité et en qualité, peut bouger énormément d'une année sur l'autre. Hein. Donc, les prix sont moins sûrs ou moins. C'est une donnée moins tangible que pour un modèle d'artisan ou de commerçant. Le deuxième point qu'il faut repérer, c'est vous devez atteindre une viabilité économique en année 5, qui correspond à ce qu'on appelle le revenu disponible. En année 5, qui doit être le revenu disponible, c'est votre rentabilité moins les annuités, qui doit atteindre un SMIC en année 4. Et il faut bien se dire que vous avez une progressivité de votre activité, puisque souvent la première année, c'est une année de mise en place,
hein, donc c'est une année presque zéro. L'année 2 donc, est la première année où vraiment c'est en place. L'année 2 qui évolue sur l'année 3, qui est une année où on a un petit peu moins d'exonération de charges, et sachant que l'année repère, c'est l'année 4. Hein. L'année 1, c'est vraiment l'année où je construis, où j'élabore. L'année 2, 3, c'est l'année où je progresse, et l'année 4, c'est l'année qui me sert de référence. Hein. Vous aurez des engagements financiers plus ou moins importants selon vos productions. Hein. Ça peut être de 70 à 300 000, ça dépend si si vous reprenez une affaire en place ou si vous créez, ça dépend si vous entreprenez seul ou à plusieurs, ça dépend si vous rachetez des parts sociales ou si vous avez ou pas à acquérir du foncier. Hein. Tout ça, ce sont des éléments qui jouent et qui interfèrent sur le niveau de plan de financement à repérer. Alors, il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est la question de la maison d'habitation dans les budgets. Hein. Souvent, on peut remarquer qu'il y a une fragilité du projet lorsque la question de la maison d'habitation revient, enfin, et pas suffisamment travaillé, notamment les cas où il faut louer ou les cas où, à un moment donné, dans le projet d'installation, vous devez acheter. Et à ce moment-là, la question du budget personnel, ou si par exemple vous avez une séparation et que le prêt immobilier soit couvert par les ressources du conjoint, donc qui n'est pas installé, cette situation peut fragiliser énormément le modèle économique de l'exploitation. En fait, là, quelquefois, le point de fragilité n'est pas lié à l'activité proprement dit agricole, mais c'est lié à son environnement. Hein. Euh, voilà, donc je vous alerte parce on a effectivement des situations qui peuvent, qui peuvent arriver comme ça et qu'on ne voit pas forcément venir au départ. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, ça fait partie de la discussion. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Parfait. Oui, très bien. Alors, l'étape 4, c'est le cadre juridique, fiscal et réglementaire. Alors, bon, il y a deux formes d'entrepreneuriat en agriculture. Soit vous démarrez, qui sont du rêve classique, hein, soit vous démarrez en entreprise individuelle, ce qu'on appelle l'EI, en nom propre, soit vous créez une société. En agriculture, c'est la société civile. La société commerciale en agriculture est très peu utilisée. Je pourrais développer cette question, mais ce n'est pas l'objet. Mais donc, on entreprend en société civile. Soit seul, vous créez une société qui s'appelle l'EARL, entreprise agricole à responsabilité limitée. Donc, il faut repérer la RL. Vous recherchez une responsabilité limitée. Hein. Et puis, si vous voulez entreprendre à plusieurs, il y a la forme un petit peu phare, c'est le GAEC, c'est le groupement agricole d'exploitation en commun. C'est le regroupement de plusieurs activités. Si vous entreprenez à plusieurs, vous pouvez être aussi plusieurs associés dans une EARL. Hein. Voilà, il y a deux formes d'entrepreneuriat et c'est essentiellement en mode civil. Alors, je vous ai listé 6 zooms, 6 questions à se poser pour les aspects fiscaux, sociaux et réglementaires. Le premier, c'est l'application des structures. Le second zoom, c'est sur le régime fiscal, le micro BA ou le réel BA. Le troisième, c'est sur le statut social. Le quatrième, c'est sur un point sur la TVA, parce qu'il y a deux, trois choses à repérer. Il y a le cinquième, c'est l'incidence de Pôle emploi et des aides Pôle emploi dans votre projet de création. Et le sixième point, c'est la pluriactivité ou les incidences de la pluriactivité sur votre création proprement dit. Alors, le premier, c'est l'application de la réglementation des structures. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'agriculture. Du coup, je vous ai mis le texte. En fait, pour opérer, c'est toute nouvelle parcelle que vous souhaitez exploiter
soit dans le cadre d'un achat ou dans le cadre d'une location, soit dans le cadre d'une donation, d'une reprise, que vous entrepreniez à titre individuel ou dans le cadre d'une société, doit faire l'objet d'une démarche au titre du contrôle des structures. Hein. C'est une démarche préalable à l'activité. Donc, vous devez vous rapprocher de la DDT pour prévoir et de faire une déclaration des structures, une déclaration de votre activité auprès de la DDT. Hein. C'est quoi les structures? Les structures, c'est effectivement, il peut y avoir, les terres que vous pouvez reprendre peuvent avoir une destination autre que celle que vous souhaitez reprendre. Et donc, vous devez, entre guillemets, et ça c'est une forme simplifiée que je vous expose, mais vous devez en quelque sorte demander une autorisation d'exploiter. Hein. Alors, c'est parce que, on a dit tout à l'heure que le foncier étant rare, le foncier étant aussi convoité, eh bien, il faut, la politique territoriale oblige à faire part de son projet pour effectivement que vous ayez l'autorisation d'exploiter ces terres. Hein. Et là, je l'ai mis de manière générale, c'est-à-dire pour toute démarche d'installation ou de reprise, vous devez engager une démarche auprès de la DDT. Le deuxième zoom, c'est vous aurez à faire le choix entre le régime du micro ou le régime du réel. Alors, le régime fiscal, donc là aussi, c'est quand on élabore le prévisionnel d'installation qu'on fait une lecture fiscale et sociale de votre projet. Il existe en agriculture deux régimes fiscaux accessibles. Le premier qu'on appelle le régime du micro-fiscal, c'est le micro-BA. Là aussi, ce sont des présentations simplifiées, mais votre revenu fiscal donc est déterminé selon un pourcentage de vos recettes. Et quand on relève du micro-BA, votre revenu fiscal, le revenu qui vous sert comme base pour vos cotisations sociales, qui vous sert comme base pour vos droits sociaux, pour éventuellement des demandes de prêts ou de diverses, c'est 13% de la moyenne sur 3 ans de votre chiffre d'affaires, si vous relevez du micro-fiscal. L'autre régime accessible, c'est le réel. Donc, votre régime fiscal résulte de la prise en compte des recettes et des dépenses réalisées ainsi que de vos investissements engagés. En clair, c'est vos recettes moins les dépenses, moins les amortissements. Et ce revenu détermine votre rentabilité réelle que vous avez. Hein, donc, vous aurez à faire un choix, et ça, on le fait avec vous, hein, il ne faut pas être seul pour ça. Vous aurez à faire un choix entre une activité qui relève du micro-BA ou une activité qui relève du réel. Hein. Au passage, je ne vous en ai pas parlé, mais en agriculture, l'impôt sur les sociétés est peu pratiqué en agriculture. Alors là aussi, je pourrais développer ça, ce n'est pas l'objet, mais c'est surtout les gens, les agriculteurs relèvent souvent de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt de tout le monde. Hein. Et il se caractérise, l'impôt sur le revenu, par une absence de distinction entre le bénéfice de l'entreprise, donc ce que vous dégagez, et votre rémunération. Pour le dire autrement, que vous préleviez ou pas, votre revenu, ça sera toujours le même. Hein. Vous êtes pas, votre base fiscale ne correspond pas à vos prélèvements, mais la base fiscale correspond à ce que vous dégagez. Bon, ça, on reviendra là-dessus. Hein. Donc ça, c'est un deuxième zoom, c'est sur le choix du régime fiscal. Le troisième zoom, c'est le choix de votre régime social. Alors, en soi, ce n'est pas un choix, mais quand même, il faut repérer qu'il y a deux systèmes qui vous sont accessibles. Le premier, c'est l'affiliation en qualité de chef d'exploitation. Pour être à la MSA en qualité de chef, il faut que vous ayez un minimum, alors c'est une présentation simplifiée, mais un minimum de 8 hectares 75 ou assimilé à 8 hectares 75, puisqu'il y a des coefficients, notamment pour la noix, pour le maraîchage ou pour les plantes aromatiques. Donc, vous ayez 8 hectares 75 au minimum, ou que vous travaillez pour plus de 1200 heures par an, ou que vous ayez un revenu supérieur à 800 SMIC. Et c'est quand on a ces trois conditions, ou une de ces trois conditions, que la MSA
qualifie votre activité comme étant une activité qui relève de chef d'exploitation. Donc, en clair, vous cotisez à la retraite, à la maladie, et vous avez une protection sociale. Hein. Alors que si vous ne respectez pas ces critères, vous êtes cotisant solidaire. Ça veut dire que vous n'avez pas d'affiliation, vous êtes affilié à la MSA, mais vous cotisez pour la solidarité sans que ces cotisations génèrent des droits sociaux. Hein. Et c'est souvent le cas pour les gens qui démarrent leur activité un petit peu doucement. Ils sont installés au sens juridique, c'est-à-dire que vous avez un numéro de SIRET, vous avez un compte bancaire, vous avez un modèle économique, mais par contre, sur le plan social, vous n'avez pas la qualité de chef d'exploitation parce que vous êtes en dessous des critères que je vous ai cités, les 8 hectares 75, les 1200 heures et les 800 SMIC. Hein. Donc dans ce cas-là, on est cotisant solitaire et vos cotisations sociales, ça représente 26% du revenu en tant que cotisant solidaire, alors que quand on est cotisant en qualité de chef d'exploitation, les cotisations sociales, c'est environ 45% du revenu, revenu fiscal, soit le revenu fiscal qui relève du micro-BA, soit le revenu fiscal qui relève du réel BA. Et il faut compter un minimum de 2005 à 3000 euros de charges sociales. Sachant que si vous êtes nouvel installé en qualité de chef d'exploitation, hein, même si vous n'avez pas la DGA, il existe au niveau de la MSA des réductions de charges sociales au titre des 5 premières années. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième zoom social, un zoom qu'il ne faut pas négliger parce que derrière, il y a des protections des personnes et aussi des protections en qualité pour votre... Et aussi, il y a des droits, notamment pour la retraite. Le troisième zoom, alors, c'est un peu... Enfin, il ne faut pas oublier qu'en agriculture, si vous êtes en dessous de 46 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez bénéficier de la franchise de TVA. Donc, ça veut dire ne pas être à la TVA. Alors, vous allez me dire, souvent, les agriculteurs, on a des investissements, donc c'est intéressant d'être à la TVA. Je ne dirais pas le contraire. C'est effectivement pertinent, même si vous êtes en dessous de 46 000 euros, d'opter à la TVA. Mais il existe des activités, notamment l'équestre ou le monitorat, les pensions, par exemple, les pensions de chevaux, qui, dans certains domaines, n'ont pas intérêt, puisqu'il y a un taux de TVA à 20%. Quelquefois, ce n'est pas intéressant d'être à la TVA. Donc, la slide, là, elle est là pour vous dire, vous pouvez être à la TVA, même si votre chiffre d'affaires des premières années est en dessous de 46. Et c'est aussi pour vous dire que vous avez besoin de simuler l'incidence d'être ou de ne pas être, si vous êtes en dessous, à la TVA dans votre projet. Le cinquième zoom, pardon, c'est sur la pluriactivité. Quand bien même vous avez une exploitation agricole, il y a des domaines de votre exploitation qui, ça se trouve, ne relèvent pas de la MSA. Donc, il y aura quelquefois, notamment dans la partie tourisme, des points qui sont rattachés à l'URSSAF. Vous aurez aussi, et ça aussi, encore une fois, c'est à nous à vous informer de tout ça, mais c'est les points de vigilance à repérer. Quelquefois, on a différentes règles fiscales avec des juxtapositions entre régimes qui peuvent s'appliquer. Vous pourrez avoir un secteur à la TVA et un secteur non TVA. Là aussi, il faut le repérer. Hein. Et donc, l'idée, c'est de faire le point avec toutes ces réglementations qui peuvent se superposer pour que vous puissiez avoir le bon statut en fonction de cette pluriactivité. Le sixième zoom, c'est la plupart des gens qui créent, soit en reprise, soit en création, souvent vous bénéficiez de Pôle emploi. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Pôle emploi, mais sachez qu'il existe, je pense que vous connaissez ça, il existe deux systèmes pour bénéficier de Pôle emploi. Soit vous cumulez vos ARE, donc les ARE, c'est les allocations chômage, avec votre activité professionnelle. Donc, à ce moment-là, il y a une petite décote sur les ARE, donc vous percevez que 70% des ARE, hein, avec un système de régularisation.
soit vous demandez à bénéficier de l'ARS. En fait, c'est un capital Pôle emploi, de l'UNEDIC du reste, que l'UNEDIC vous accorde, qui est égal à 45% des droits. Donc, la slide est pour vous dire qu'il y a aussi un point de vigilance à avoir pour savoir le choix, pour faire un choix entre le cumul des ARE avec son activité agricole ou le bénéfice d'un capital Pôle emploi. Là aussi, notre job, c'est de vous accompagner et aussi qu'on simule ces différents scénarios qui peuvent arriver. Hein. Et il faut savoir qu'effectivement, en agriculture, sachant que l'IS n'est pas quasiment pas appliqué au niveau de l'agricole, les modèles et les repères qu'on peut avoir pour les artisans ne sont pas forcément applicables aux exploitations, à l'installation en agriculture. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, le point sur le point 4, c'était 6 zooms qui concerne le cadre réglementaire fiscal et social. Le point 5, bon, c'est un point sur les aides. Alors, j'ai distingué deux types d'aides. D'abord, des aides un peu générales. Donc, la première, c'est celle que je viens d'exposer, c'est le maintien partiel des allocations chômage, en capital ou pas, ce qu'on appelle l'ARS. Vous avez aussi l'ACRE. Hein. L'ACRE, c'est une exonération partielle de charges sociales qui pour les exploitations agricoles, est un petit peu différente du système classique, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la MSA accorde des réductions de charges qui sont complémentaires à l'ACRE, donc là aussi il faut repérer. Les aides possibles, il existe un dispositif, il existe des prêts d'honneur agricoles qui sont accordés par le réseau Initiative France, dont Serre France est partenaire. Donc c'est une forme de financement, ce sont des prêts à taux zéro. Hein. Nous, en Rhône-Alpes, c'est les prêts à taux zéro qui peuvent atteindre de 5 000 à 25 000 euros, avec un durée de différé de plus de 12 mois, qui est possible. Donc, c'est des dispositifs intéressants. Vous aurez besoin comme au même titre que vous faites du repérage d'exploitation dans votre territoire, vous aurez besoin de repérer les communautés de communes, les dispositifs qui financent l'agriculture auprès d'organismes spécialisés ou des communautés de communes. Hein. Donc ça, c'est les aides un peu générales. Alors, il existe deux portails de référence. Un portail qui est très général, c'est les aides.fr. Je trouve bien parce que c'est vous, en fonction d'un questionnement, il parcourt l'ensemble des aides accessibles. Enfin, il les liste. Après, c'est à vous de les explorer chacune d'elles, mais c'est bien parce que c'est assez exhaustif. Et puis, vous avez un portail qui est plus spécialisé, qui s'appelle deveniragriculteur.fr, qui précise la démarche notamment du PAI et du PPP, et là aussi qui vous aide à repérer les dispositifs. Donc ça, ce sont les aides générales. Vous avez des aides un petit peu spécifiques. Alors, avant l'installation, vous avez des aides des régions, notamment en Rhône-Alpes, c'est la région Aura, qui finance notamment la réalisation du PPP, qui finance le diagnostic que je vous ai dit tout à l'heure, qui finance la réalisation d'études économiques. Hein. Tout ça, ce sont les aides accessibles avant l'installation. Hein. La deuxième aide, c'est l'aide publique, c'est pas la région, là c'est l'État, c'est la DJA, hein, la dotation jeune agriculteur, qui n'est pas accessible à tous, hein, mais qui, depuis 3 ans, a été revalorisé. Et il faut vraiment s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de créer une exploitation avec un financement DGA, puisque les DGA, ce sont des montants qui peuvent être importants, donc ça vaut le coup quand même de s'arrêter. Vous avez des aides qui concernent les bâtiments ou la transformation, qu'on appelle les aides qui sont liées à des PCAE, des plans d'investissement liés à des équipements que vous faites. Donc ça, c'est le chapitre qui concerne les aides avant ou pour l'installation comme la DGA. Vous avez aussi des aides après l'installation, notamment c'est les aides au suivi de conseils des exploitants et aussi au suivi aussi la DGA peut être accordée une avance de trésorerie peut être accordée en attente de la DGA. Je vois que vous avez une question, monsieur Fonte ou madame Fonte.
Oui, Madame Oui. Fonte, c'est moi. Oui. Je voulais juste préciser aussi que, par exemple, sur le 13, le département soutient les cotisants de solidarité et les exploitants agricoles en fonction des projets. Oui. Ah, même les Voilà. cotisants solidarité. Oui, c'est le seul Ah oui, ça dispositif c'est pour les bon à cotisants. savoir. Ouais. Alors, Hein, je ne les sais pas cotisants chez vous. Ouais. ouais, les cotisants solidarité, on a vu que c'était un statut. Alors, c'est vrai que cotisant solidaire, on peut entreprendre en étant cotisant solidaire, simplement on n'a pas de protection sociale. Et puis on est limité, hein, donc on peut au départ, souvent notamment en apiculture, les gens démarrent cotisants solidaires et quand ils ont leur nombre de ruches atteint, hop, ils basculent et ils deviennent chefs. Hein. D'accord, ben merci de l'info. Donc tout ça là on atteint la fin du webinaire. Tout ça en fait pour tous les dispositifs que je vous ai listés, il faut se donner du temps. Hein. On considère qu'une installation, ça se prépare 12 mois avant, 12 à 6 mois avant. Hein. Avec, là aussi, je vous ai listé les étapes, hein, le pré-diagnostic, l'étude économique, le conseil juridique. Et ensuite, nous, Serre France, on accompagne les jeunes installés tous les 6 mois avec des points tous les 6 mois pour à la fois le lancement d'activités, le suivi proprement dit des activités. Hein. Et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire le point lors d'un entretien de découverte pour répondre à vos questions et bâtir un plan d'action, hein, c'est-à-dire des échéances où, à la fois à notre niveau et à votre niveau, et ça, de manière complémentaire aux démarches que vous pouvez faire, notamment auprès du PPP et du point accueil installation. Hein. Voilà, donc en espace de à peu près trois quarts d'heure, un petit peu moins, 35 minutes à 40 minutes, vous avez un parcours, en fait, des étapes de la création. Alors, ça, on veut être général, mais également assez précis dans les étapes. Est-ce que vous avez des